Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire organisé par l'INRS et dédié à la prévention des risques professionnels associés aux perturbateurs endocriniens. Vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire ce matin et nous vous en remercions. Lors de votre inscription, la plupart d'entre vous avaient posé des questions. Nous allons tâcher d'y répondre tout au long de ce webinaire. Néanmoins, si les interrogations subsistent, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante info@inrs.fr. Avant de débuter, je vais vous présenter les deux intervenantes de cette matinée. Donc tout d'abord, ma collègue Florence Guézy-Tournade. Donc Florence est médecin au sein du département études et assistance médicale de l'INRS. Elle travaille plus précisément dans le pôle toxicologique où elle a en charge les perturbateurs endocriniens notamment. Me concernant, je me nomme Myriam Rico. De formation, je suis docteur ingénieur en sciences des matériaux et je travaille au sein du pôle risque chimique du département expertise et conseil technique de l'INRS. Mes domaines de compétences portent plus particulièrement sur les risques chimiques qu'on peut qualifier d'émergents, tels que les perturbateurs endocriniens ou encore les nanomatériaux. Le webinaire de ce matin s'articule autour de 9 points. Donc tout d'abord, je vous proposerai un bref historique du sujet ainsi qu'un point sur la définition des perturbateurs endocriniens. J'aborderai ensuite les sources et les situations d'exposition en entreprise. Je développerai par la suite le contexte réglementaire, que ce soit à l'échelle nationale mais également à l'échelle européenne. Florence abordera ensuite et vous décrira le système endocrinien, donc le système hormonal, ainsi que les différents mécanismes d'action et les particularités possibles des perturbateurs endocriniens. Elle vous parlera également des effets potentiels de ces perturbateurs endocriniens sur la santé. Je vous parlerai ensuite de la démarche de prévention et des moyens de protection qu'il convient de mettre en œuvre en entreprise et Florence complétera ses propos avec le rôle des services de santé au travail. Enfin, une synthèse et une conclusion vous seront proposées. Donc tout d'abord, un bref historique du sujet ainsi qu'un point sur la définition des perturbateurs endocriniens. Donc en 1991, il y a tout juste 30 ans, lors d'une conférence organisée aux États-Unis, une vingtaine de chercheurs, une vingtaine de scientifiques se sont réunis et ont abouti à une déclaration de consensus, nommée depuis déclaration de Wingspread, et donc qui mentionne qu'un grand nombre de produits chimiques de synthèse libérés dans la nature sont capables de dérégler le système hormonal, donc le système endocrinien, des animaux et de l'homme. Donc les conséquences de tels dérèglements peuvent être graves en raison du rôle de premier plan que jouent dans le développement de l'organisme les hormones. Donc lors de cette conférence, le terme perturbateur endocrinien est né. Depuis, cette question a majoritairement été associée à des problématiques environnementales ainsi qu'à des inquiétudes concernant la santé publique liées notamment à l'utilisation de produits de consommation courante tels que les médicaments, les produits alimentaires ou encore les cosmétiques. Donc les enjeux des perturbateurs endocriniens sont nombreux, donc tout d'abord des enjeux scientifiques, des enjeux environnementaux ainsi que des enjeux sanitaires et notamment des enjeux de santé publique comme je viens de le dire. Néanmoins, il convient de ne pas négliger les enjeux en santé au travail. En effet, en entreprise, les expositions des salariés aux perturbateurs endocriniens sont nombreuses et variées et la fréquence et le niveau de ces expositions sont potentiellement plus élevés que dans la population générale. Donc depuis 1991, depuis la conférence de Wingspread, les scientifiques, mais également les politiques, la société civile, ont débattu pour aboutir à une définition commune du terme perturbateur endocrinien. La définition communément admise actuellement est celle qui a été proposée en 2002 et qui a été actualisée en 2012 par l'Organisation mondiale de la santé, qui mentionne qu'un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Il convient néanmoins de demeurer vigilant. En effet, toutes les substances qui ont une action sur le système hormonal ne sont pas toutes qualifiées de perturbateurs endocriniens. Seules les substances qui entraînent un effet néfaste, un effet délétère ou
une maladie sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. De même, toutes les substances reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction, ne sont pas nécessairement des perturbateurs endocriniens. Il existe plusieurs grandes familles de perturbateurs endocriniens. Donc sur cette diapositive, vous avez quelques-unes de ces grandes familles. Cette liste n'est pas exhaustive. Néanmoins, vous rencontrez donc les principales familles qui peuvent être présentes en entreprise, notamment par exemple les phtalates, les parabènes, les dioxines, les bisphénols ou encore les éthers de glycol. Donc justement, passons maintenant aux sources et aux situations d'exposition à ces perturbateurs endocriniens dans les entreprises. Donc sur cette première diapositive, je vous propose une illustration qui permet de se rendre compte que de très nombreux secteurs industriels sont concernés par les perturbateurs endocriniens, notamment par exemple les secteurs de l'agroalimentaire, des cosmétiques ou encore de la pharmacie, également les industries chimiques et plasturgiques. Et puis, on peut également rencontrer les industries du nettoyage industriel, le textile et l'ameublement, ou encore le bâtiment et les travaux publics. Donc, ce tableau, en fait, sur cette seconde diapositive, vous permet d'avoir un panorama des principales activités concernées et vous donne quelques exemples de catégories de produits qui peuvent être ou qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Donc, par exemple, dans les industries agroalimentaires et cosmétiques, dans les formulations de ces produits, on peut ajouter des agents conservateurs, antioxydants ou encore anti-ultraviolets, ainsi que des parfums qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, tels que les méthylparabènes ou encore les méthylsalicylates. De même, dans les secteurs du textile et de l'ameublement ou du bâtiment et des travaux publics, on peut utiliser des retardateurs de flamme qui peuvent être également des perturbateurs endocriniens tels que les polybromodiphényléthers. Enfin, dans le domaine par exemple du nettoyage industriel, certains détergents employés peuvent contenir des perturbateurs endocriniens tels que le nonylphénol. Concrètement, en entreprise, les salariés peuvent être exposés aux perturbateurs endocriniens, donc lors de la fabrication et de l'utilisation de matières premières, par exemple de monomères, de plastifiants ou encore de solvants dans les industries plasturgiques et chimiques. Les salariés peuvent également être exposés aux perturbateurs endocriniens lors de la production et de la mise en œuvre de différents produits qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de produits cosmétiques et pharmaceutiques, mais les perturbateurs endocriniens entrent également dans la formulation de peintures, de colle ou encore de vernis et d'essence. Enfin, les salariés peuvent être exposés aux perturbateurs endocriniens lors de la manipulation de déchets ainsi que de sous-produits générés par certains procédés. Donc en effet, les salariés peuvent être exposés lors du démantèlement d'anciens transformateurs électriques lors du nettoyage de fours. Les voies d'exposition professionnelle donc, à ces perturbateurs endocriniens sont les suivantes. Donc tout d'abord, les salariés peuvent être exposés par inhalation de fumée ou de vapeur. Ils peuvent également être exposés par ingestion, en portant les mains ou des objets souillés à la bouche. Et enfin, ils peuvent être exposés par voie cutanée suite à la présence de produits sur la peau. Je vous propose maintenant de passer au contexte réglementaire, donc que ce soit à l'échelle nationale ainsi qu'à l'échelle européenne. Donc tout d'abord, quelques mots sur les stratégies nationales mises en place en France. Donc la France a été pionnière et donc ça a été le premier pays au niveau mondial à proposer en 2014 une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on a appelé la SNPE1. En 2019, une seconde stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a été élaborée. Donc ces stratégies nationales ont pour objectif de diminuer l'exposition de la population et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens. Cette seconde stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens s'articule autour de 3 axes. Donc le premier, c'est former et informer pour que chacun puisse agir en connaissance de cause. Le second axe, c'est protéger l'environnement et les populations. Et le dernier axe de travail, c'est améliorer les connaissances en accélérant la recherche, notamment sur les impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé. Concernant donc le second axe de travail, en fait, il existe plusieurs actions, plusieurs mesures dans cette stratégie qui visent notamment à guider l'industrie pour substituer et protéger.
Ainsi, par exemple, l'action 38, en fait, porte sur l'intégration de la problématique des perturbateurs endocriniens dans les démarches de prévention du secteur du nettoyage et élargir cette démarche à d'autres secteurs d'activité. L'action 39 également est intéressante. En effet, donc, pour les perturbateurs endocriniens identifiés, cette action vise à établir des valeurs limites d'exposition professionnelle et ou des indicateurs biologiques d'exposition dérivés des effets perturbateurs endocriniens si cela est pertinent. Les risques professionnels en fait associés aux perturbateurs endocriniens s'appuient en France sur la prévention des risques professionnels, en fait, sur les principes généraux de prévention, donc qui sont définis à l'article L4121-1 et suivant du Code du travail. La prévention des risques également associés au PE s'appuie également sur les règles particulières applicables aux agents chimiques dangereux, définis réglementairement comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc ce sont les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail. Par ailleurs, des dispositions spécifiques existent pour les femmes enceintes et allaitantes. En effet, il est interdit de les affecter ou de les maintenir à des postes de travail les exposant à des perturbateurs endocriniens classés toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ou de catégorie supplémentaire de danger pour les effets via ou sur l'allaitement. Donc c'est la mention de danger H362 au sens du règlement CLP. Et justement, pour parler des règlements européens, maintenant donc de la réglementation à l'échelle européenne. Donc tout d'abord, je vais aborder le règlement européen REACH qui porte sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. Donc ce règlement européen prévoit que les substances possédant des propriétés perturbant le système hormonal et présentant un niveau de préoccupation équivalent aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction puissent être identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. C'est ce qu'on appelle les substances SVHC. Donc ceci implique une obligation pour l'industriel de notifier à l'ECHA, donc qui est à l'Agence européenne des produits chimiques, la présence de la substance dans les articles en contenant plus de 0,1% et d'indiquer sa présence aux utilisateurs d'articles en contenant plus de 0,1%. Ceci implique également la possibilité d'une mise à autorisation de la substance qui limite certains usages en les conditionnant à l'octroi d'une autorisation temporaire et renouvelable, l'objectif in fine étant d'aboutir à une substitution des usages concernés. Au niveau maintenant du règlement CLP, donc ce règlement européen porte sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Donc la perturbation endocrinienne actuellement n'est pas une classe de danger. Néanmoins, il y a des réflexions qui sont en cours. Des évolutions ont été annoncées en mars 2021, il y a quelques mois, et 2 catégories sont envisagées avec séparation santé humaine et environnement. Donc une catégorie 1 pour les perturbateurs endocriniens avérés ou présumés et une catégorie 2 pour les perturbateurs endocriniens suspectés. Il n'existe également pas d'étiquetage spécifique pour les perturbateurs endocriniens. Il convient d'être vigilant avec les substances présentant les mentions de danger suivantes, donc H360, toxique pour la reproduction de catégorie 1A et 1B, H361, toxique pour la reproduction de catégorie 2, et enfin H362, j'en ai parlé précédemment, effet via ou sur l'allaitement. Donc il faut garder en mémoire également que toutes les substances qui sont toxiques pour la reproduction ne sont pas nécessairement des perturbateurs endocriniens. Donc pour terminer avec les réglementations, il existe également des règlements sectoriels à l'échelle européenne. Donc seuls les règlements phytopharmaceutiques et biocides prévoient explicitement d'exclure des substances présentant des effets perturbateurs endocriniens. En effet, donc il est mentionné dans ces règlements qu'une substance active ne peut être approuvée que si elle n'est considérée comme ayant des effets perturbateurs sur le système endocrinien pouvant être néfastes pour l'homme. Concernant le règlement cosmétique, actuellement il n'y a aucune disposition spécifique relative aux perturbateurs endocriniens. Néanmoins, une révision est prévue lorsque des critères d'identification auront été adoptés. Donc je passe la parole maintenant à ma collègue Florence Guézy-Tournade qui va vous décrire le système endocrinien et les effets potentiels donc, des perturbateurs endocriniens sur la santé. Merci Myriam. Bonjour à toutes et tous. Myriam vous a défini
les perturbateurs endocriniens et l'enjeu qu'ils représentent en santé au travail. Pour ma part, je vais aborder leurs mécanismes d'action et leurs effets potentiels sur la santé. Alors, qu'est-ce que le système endocrinien, qu'on appelle aussi système hormonal? Eh bien, l'organisme doit constamment s'adapter à son environnement et maintenir son équilibre intérieur. Ceci nécessite une communication entre les organes et les deux grands systèmes de communication de l'organisme, ce sont le système nerveux et le système endocrinien. Alors le système endocrinien, il est impliqué dans de nombreuses fonctions, entre autres dans le métabolisme, mais il joue aussi un rôle primordial dans la fonction de reproduction et un rôle très important dans le développement de l'embryon, du fœtus et de l'enfant. Alors, de quoi est-il constitué? Eh bien, ce sont des tissus spécialisés situés au sein d'organes, donc qu'on appelle les glandes, qui vont sécréter des messagers qu'on appelle des hormones, et les hormones vont pouvoir agir à distance sur leurs cellules cibles après avoir été transportées par la circulation sanguine. Alors vous avez ici représenté sur ce schéma les principales glandes et hormones. Donc là on a le pancréas qui sécrète insuline et glucagon qui vont agir sur la glycémie. Vous avez les glandes sexuelles, ovaires et testicules qui sécrètent œstrogène, progestérone et testostérone. La thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle dans le métabolisme, mais qui ont aussi un rôle crucial dans le développement. À côté, les parathyroïdes sécrètent la parathormone qui agit sur l'os et qui régule le taux de calcium dans l'organisme. Les surrénales sécrètent deux types d'hormones. L'adrénaline qui est sécrétée en réponse à une situation de stress et d'autre part des corticostéroïdes comme le cortisol qui joue un rôle dans le métabolisme des lipides, des protéines, des glucides et qui a aussi un rôle notamment dans l'inflammation, et un autre corticostéroïde, l'aldostérone, qui va participer à la régulation de la tension artérielle. Enfin, dans le cerveau, hypothalamus et hypophyse ont de nombreuses fonctions et notamment elles jouent un rôle dans la reproduction et la croissance. Elles interagissent également avec d'autres glandes telles que notamment la thyroïde et les glandes sexuelles. Alors ici, je vous ai schématisé l'action de l'hormone. Donc, elle est sécrétée par sa glande. Elle est acheminée via la circulation sanguine, parfois sur un transporteur, jusqu'à sa cellule cible, où elle va se lier à son récepteur qui lui est spécifique, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser l'image d'une clé que serait l'hormone et d'une serrure que serait le récepteur. Une fois liée, elle va exercer son action via une série de processus dans la cellule cible et au final, l'action de l'hormone va se manifester par une répression ou une induction de synthèse de protéines. Et puis il y aura un rétrocontrôle qui permettra de réguler la sécrétion de l'hormone. Alors, la description que je viens de vous faire est un peu simpliste, puisqu'en réalité, le système est bien plus complexe. Par exemple, il y a des hormones qui sont sécrétées par d'autres tissus que les glandes, par exemple le tissu nerveux ou le tissu graisseux. Il existe des hormones qui n'agissent pas à distance, mais qui agissent sur des cellules du même organe, c'est une sécrétion paracrine, ou elles peuvent aussi agir sur la cellule même qui a sécrété l'hormone, c'est une sécrétion dans ce cas qu'on appelle autocrine. Alors, autre élément de complexité, c'est le moment précis auquel l'hormone est sécrétée. Par exemple, pour le déclenchement de la puberté, des hormones vont être sécrétées par l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont avoir pour cible les organes sexuels, qui à leur tour vont sécréter les hormones sexuelles qui vont déclencher la puberté.
Un autre exemple, qui illustre d'ailleurs que le système hormonal est un système adaptatif, c'est la sécrétion d'adrénaline en réponse à une situation de stress. Alors les hormones, elles sont sécrétées à faible dose dans une gamme physiologique, c'est-à-dire que un excès ou une insuffisance de sécrétion pourront entraîner des effets néfastes. Par exemple, pour les hormones thyroïdiennes, si elles sont sécrétées en excès ou en insuffisance, il peut y avoir des troubles métaboliques. Alors, les récepteurs sont très importants puisque vous avez vu que c'est la liaison au récepteur qui permet à l'hormone d'agir. Alors, selon les hormones, les récepteurs ils peuvent être localisés sur la membrane de la cellule cible ou bien dans son cytoplasme ou encore directement sur son noyau. Le nombre et l'affinité des récepteurs pour une hormone varient. Il y a certaines hormones qui ont des récepteurs différents dont l'activation va entraîner un effet différent. Alors maintenant que nous avons parlé du système hormonal, voyons comment les perturbateurs endocriniens vont pouvoir le perturber. Tout d'abord, ils vont pouvoir mimer l'action de l'hormone en se fixant à son récepteur, c'est ce qu'on appelle un effet agoniste. Et ça peut entraîner des effets indésirables sur l'organisme. Ou bien, au contraire, en se liant au récepteur, le perturbateur endocrinien va pouvoir empêcher l'hormone d'agir sur sa cellule cible. C'est alors un effet antagoniste. Par exemple, certains filtres UV ont un effet anti-androgène en se fixant au récepteur des androgènes. Bon, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent aussi agir en perturbant la production de l'hormone, ou bien son transport, ou encore son élimination. Ils peuvent aussi modifier la quantité de récepteurs disponibles en agissant sur la régulation de l'expression du récepteur. Alors, comme mode d'action, il y a des mécanismes épigénétiques qui ont été évoqués comme mode d'action des perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique ? L'épigénétique, c'est une science qui étudie les facteurs qui permettent de réguler l'expression des gènes, mais sans modifier la séquence d'ADN. Alors, les modifications épigénétiques, elles peuvent être transmises lors des divisions cellulaires, elles peuvent être réversibles et certaines pourraient même être héritables d'une génération à l'autre. Alors, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir certaines particularités qui peuvent concerner la dose, on parlera aussi de l'effet cocktail, et puis des effets différés sur la descendance. Et il y a des particularités qui concernent aussi le moment où l'exposition intervient. Donc on va détailler ces particularités. Alors, on va commencer par les particularités concernant la dose. Donc intuitivement, on a tendance à penser que plus la dose à laquelle est exposé un organisme est importante et plus l'effet va être important. Donc on peut obtenir des courbes telles que celle-ci, qu'on appelle des courbes monotones, puisque en fait la dose et l'effet varient tout le temps dans le même sens. Sur les schémas de droite, vous avez des courbes non monotones, c'est-à-dire que l'effet et la dose ne varient pas toujours dans le même sens. Par exemple, sur la courbe violette, vous voyez que l'effet est relativement important à faible dose, puis il va diminuer si on augmente la dose et réaugmenter à des doses plus importantes. Donc inversement, sur la courbe orange, il y a peu d'effets à faible dose, puis l'effet augmente jusqu'à une certaine dose, pour ensuite diminuer si la dose augmente encore. Donc la relation dose-réponse, elle pourrait être non monotone pour certains perturbateurs endocriniens. Donc par ailleurs, certains effets engendrés par les perturbateurs endocriniens pourraient apparaître à de très faibles doses. Donc le deuxième effet dont nous allons parler maintenant est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que l'exposition à un mélange de perturbateurs endocriniens pourrait avoir un effet différent de l'exposition aux substances seules. Alors en effet, et ce n'est pas spécifique aux perturbateurs endocriniens,
quand un organisme est exposé à différentes substances, leurs effets peuvent s'additionner ou bien se renforcer ou encore s'inhiber. Alors cet effet cocktail, il a été documenté par des études chez l'animal, par exemple celle-ci, qui comparait l'effet de l'exposition à différents phtalates in utero chez le rat. Donc il s'agissait du butylbenzylphtalate et du dibutylphtalate. Donc cette étude, elle a montré que dans le groupe exposé aux 2 phtalates, la moitié des rats présentaient un hypospadias, alors qu'il n'y avait pas d'hypospadias dans les groupes exposés à un seul phtalate. Alors qu'est-ce que l'hypospadias? Eh bien c'est une malformation urogénitale mâle, c'est-à-dire que l'urètre n'est pas bouché au bout du pénis comme normalement, mais sur la face ventrale du pénis. Alors l'hypospadias, c'est une anomalie qui existe dans l'espèce humaine, c'est une anomalie fréquente qui concerne un garçon sur 250, et une des causes suspectées d'hypospadias, c'est une perturbation endocrinienne de type œstrogénique-like. Or, certains phtalates ont une activité œstrogénique. Donc la troisième particularité que nous allons évoquer maintenant concerne les effets sur la descendance. Donc certains effets peuvent se manifester chez la descendance de l'organisme exposé et parfois sur plusieurs générations, c'est ce qu'on appelle l'effet transgénérationnel. Donc cet effet transgénérationnel, il a pu être observé pour les certains perturbateurs endocriniens expérimentalement. Par exemple, dans cette étude multigénération chez des souris exposées au tributylétain, où les auteurs ont cherché à savoir si les effets de l'exposition prénatale au tributylétain, c'est-à-dire chez F1, pouvaient être hérités aux générations suivantes, F2 et F3. Donc les résultats montrent que l'effet obésogène du tributylétain, donc obésogène ça veut dire qu'il favorise l'apparition de l'obésité, cet effet est présent chez les 3 générations de souris. Donc l'effet obésogène du tributylétain est bien transgénérationnel. Donc ça c'est une étude expérimentale. Il y a un exemple qui est connu dans l'espèce humaine, c'est le cas du Distilbène. Donc le Distilbène, c'est un médicament qui était censé diminuer le risque de fausse couche et qui a été administré dans les années 50-70 à certaines femmes enceintes. Et chez certaines de ces femmes enceintes, chez leurs enfants, on a observé des anomalies de l'appareil reproducteur. Donc entre autres chez les garçons, des hypospadias et entre autres chez les filles, des cancers du vagin. Et à la génération suivante, c'est-à-dire chez les enfants des filles exposées in utero, on a notamment observé plus d'hypospadias. Donc ce sont des mécanismes épigénétiques qui sont évoqués pour expliquer l'effet transgénérationnel. Alors nous avons parlé des particularités concernant la dose et de l'effet cocktail ainsi que des effets transgénérationnels. Nous allons maintenant évoquer la période de vulnérabilité ou de susceptibilité. En effet, selon la période à laquelle un organisme est exposé à des perturbateurs endocriniens, les effets peuvent être différents. Alors, quelles sont ces périodes de vulnérabilité? Tout d'abord, la période prénatale, et puis ensuite l'enfance, du fait de la poursuite de maturation des organes, et enfin la puberté, puisque c'est la période de maturation sexuelle. Alors, la période prénatale, c'est une période de développement particulièrement intense, puisque un groupe de cellules va se différencier pour aboutir à différents organes spécialisés. Les hormones qui interviennent pendant le développement, elles proviennent à la fois de la mère, du placenta et aussi de l'embryon puis du fœtus lui-même. Alors pour illustrer cette notion de période de vulnérabilité, il y a l'exemple du diéthylhexylphtalate. En effet, plusieurs études chez le rat ont montré que l'exposition au diéthylhexylphtalate in utero
pendant la période de différenciation sexuelle entraînait différentes anomalies de l'appareil reproducteur mâle, telles que une diminution de la production de spermatozoïdes, une atrophie testiculaire et des malformations comme l'hypospadias et la cryptorchidie. Alors la cryptorchidie, c'est une non-descente des testicules dans les bourses. Alors sur ce schéma, vous voyez les périodes de développement des organes dans l'espèce humaine. Donc on voit que le premier trimestre est particulièrement critique puisque c'est la période de formation des organes. Alors en fait, il y a des phases de développement spécifiques pour chaque organe et on imagine bien que si une perturbation intervenait pendant cette période, elle pourrait avoir des effets. Alors par exemple, pour l'appareil reproducteur, la phase de développement débute vers la 7e semaine de développement et si une perturbation de type œstrogène-like ou anti-androgénique par exemple intervenait pendant cette période, on peut imaginer qu'elle pourrait engendrer des anomalies du système reproducteur. Alors, nous avons évoqué les mécanismes d'action, les particularités possibles des perturbateurs endocriniens. Nous allons maintenant nous intéresser à leurs effets potentiels sur la santé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'espèce humaine, bien qu'il y ait des études épidémiologiques qui peuvent amener à suspecter des effets perturbateurs endocriniens, les données sur les effets perturbateurs endocriniens, elles sont limitées dans l'espèce humaine. Donc, De plus, les particularités dont on a parlé des perturbateurs endocriniens rendent difficile la mise en évidence d'un lien entre une exposition à un perturbateur endocrinien et son effet sur la santé humaine. Donc les particularités, donc on les rappelle, c'était les effets à faible dose, une relation dose-réponse non monotone, des effets cocktails, la période de vulnérabilité et un effet transgénérationnel. Donc la problématique de l'évaluation du danger des perturbateurs endocriniens chez l'homme, elle reste complexe, mais les données expérimentales existent et constituent des signaux d'alerte. Donc les perturbateurs endocriniens, ils sont bien à considérer comme des agents chimiques dangereux et ils doivent faire l'objet d'une prévention. Alors, quels sont les effets perturbateurs endocriniens suspectés dans l'espèce humaine? Donc nous allons commencer par le système reproducteur. Donc le système reproducteur, c'est la cible la plus connue des perturbateurs endocriniens et celle qui a fait l'objet du plus de publications. Alors sur le système reproducteur féminin, les effets suspectés, ce sont une puberté précoce, une endométriose et des anomalies de l'ovaire, comme le syndrome des ovaires polykystiques. L'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire. C'est en fait le développement de la muqueuse utérine qu'on appelle aussi endomètre, d'où le nom endométriose. Donc cette muqueuse utérine, elle va se développer en dehors de l'utérus, par exemple sur les ovaires ou sur la vessie. Donc les symptômes peuvent être variables, mais il y a en général quand même des douleurs pelviennes intenses pendant les règles. L'endométriose, elle peut être responsable d'infertilité. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une autre cause d'infertilité, c'est même la première cause d'infertilité. C'est une pathologie hormonale qui se manifeste d'une part par des troubles de l'ovulation et d'autre part par une production excessive d'androgènes. Et cette production excessive d'androgènes, elle peut se manifester notamment par une pilosité excessive. Quels sont les effets suspectés sur le système reproducteur masculin? Eh bien, c'est une diminution de la qualité du sperme, une baisse de la testostérone et des malformations de l'appareil urogénital, telles que l'hypospadias ou la cryptorchidie dont on a parlé tout à l'heure. Toutes ces anomalies, elles peuvent conduire à une infertilité masculine. Et je rajoute que la cryptorchidie est également un facteur de risque du cancer du testicule. Donc comme on l'a vu, le système endocrinien, il concerne de nombreux organes et de nombreuses fonctions
qui peuvent aussi être des cibles potentielles pour les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, ils sont ainsi suspectés d'être à l'origine d'effets néfastes tels que des troubles métaboliques, comme l'obésité, le diabète de type 2, des troubles de la fonction thyroïdienne. Ils sont aussi suspectés de favoriser les cancers hormonodépendants comme le cancer du sein, de l'utérus, de l'ovaire chez la femme et les cancers de prostate et de testicules chez l'homme. Et ils sont aussi suspectés d'être à l'origine de troubles du développement comme la prématurité, le faible poids de naissance, des troubles du développement cérébral et des troubles du comportement comme l'autisme ou l'hyperactivité. Alors voilà pour ce qui est des effets potentiels des perturbateurs endocriniens sur la santé. Donc je repasse la parole à Myriam qui va vous parler de la démarche de prévention. Merci Florence pour ce point détaillé concernant les effets potentiels des perturbateurs endocriniens sur la santé. Je vous propose maintenant que nous abordions les différentes étapes de la démarche de prévention ainsi que les moyens de protection qu'il est recommandé de mettre en œuvre dans les entreprises. La première étape de la démarche de prévention, qui est sans doute l'étape la plus importante mais également la plus complexe à mener, est le repérage et l'identification des perturbateurs endocriniens et des produits qui en contiennent en milieu professionnel. En effet, comme je l'ai dit précédemment, il n'existe pas de classe de danger spécifique pour les perturbateurs endocriniens. De même, il n'existe pas d'étiquetage particulier pour les perturbateurs endocriniens. Par ailleurs, les fiches de données de sécurité sont bien souvent incomplètes. Depuis quelques années, des listes de perturbateurs endocriniens avérés ou potentiels circulent. Donc ces listes de perturbateurs endocriniens sont plus ou moins exhaustives en fonction des critères qui ont été utilisés pour les élaborer et elles poursuivent des objectifs divers en fonction en effet de qui a élaboré ces listes. Donc on peut rencontrer des listes qui ont été établies par la Commission européenne, par certains États ou encore par des ONG. L'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a répertorié l'ensemble de ces initiatives et a dénombré 27 listes qui existent actuellement de perturbateurs endocriniens avérés ou potentiels, ce qui rassemble environ 2000 substances chimiques. Donc l'ANSES a comparé ces listes, les a étudiées, s'est également intéressé aux méthodes qui ont été mises en œuvre pour établir ces listes. Et donc, suite à ce travail, l'ANSES a proposé une liste rigoureuse de 906 substances d'intérêt du fait de leur activité endocrinienne avérée ou potentielle. Donc, je vous invite à consulter cette liste accessible sur le site de l'ANSES pour effectuer le repérage et l'identification des perturbateurs endocriniens et des produits qui en contiennent en entreprise. Parmi ces 906 substances d'intérêt, donc certaines sont déjà interdites, d'autres bénéficient d'un encadrement réglementaire déjà au niveau européen, ou encore d'autres sont peu utilisées. Donc en complément de ce travail, l'ANSES a établi un mécanisme de priorisation. Et donc l'agence a répertorié 16 substances qu'il est important d'évaluer au niveau de leur danger du fait que c'est un perturbateur endocrinien. Par ailleurs, l'ANSES a également développé une méthode d'expertise permettant de peser le poids des preuves scientifiques indiquant qu'une substance est un perturbateur endocrinien en vue de la classer comme avérée, présumée ou suspectée. Donc je vous invite à consulter l'ensemble de ces informations sur le site internet de l'ANSES. Pour poursuivre au niveau de la démarche de prévention, il importe d'intégrer les perturbateurs endocriniens dans une approche globale d'évaluation et de prévention des risques chimiques en entreprise. Donc la démarche à déployer est analogue à celle utilisée pour les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc le premier point à réaliser, c'est supprimer les perturbateurs endocriniens ou les remplacer par des substances présentant un risque moindre. Attention néanmoins à ne pas déplacer les risques lors de la substitution. Donc à défaut, si on ne peut pas supprimer les perturbateurs endocriniens ou les substituer, il convient de limiter l'exposition des salariés par la mise en œuvre de protection collective. Donc par exemple, sur les lieux de travail, il convient de mettre en place une ventilation et un assainissement de l'air des lieux de travail. Également, si le contexte le permet, mettre en place un système clos, voire automatiser ou mécaniser les procédés.
donc en complément des mesures de protection collective, si celles-ci sont insuffisantes, donc il importe d'utiliser des équipements de protection individuels. Des mesures organisationnelles doivent également être instaurées, par exemple donc établir des procédures de travail bien définies ou encore interdire l'accès à certaines zones de travail au personnel non habilité. Il est également important de former et d'informer les salariés sur les risques et leur prévention en l'état actuel des connaissances, en particulier ceux en âge de procréer, que ce soit les hommes ou les femmes. Enfin, pour les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse, potentiellement exposées à des perturbateurs endocriniens, il convient de les encourager à contacter leur service de santé au travail. Donc les 3 points clés de la démarche de prévention, c'est tout d'abord, comme je l'ai dit, le repérage des perturbateurs endocriniens, et il conviendra de faire évoluer la classification et l'étiquetage pour mieux identifier les perturbateurs endocriniens en entreprise. Ensuite, deuxième point, c'est traiter les perturbateurs endocriniens comme des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc, tout d'abord, supprimer les risques et, à défaut, limiter les expositions au niveau le plus bas possible. Et enfin, donc toujours privilégier la substitution, mais demeurer vigilant quant au choix des produits de remplacement. En effet, il convient de ne pas substituer par des substances pour lesquelles les données toxicologiques sont parcellaires. Je vous propose maintenant une étude de cas pour justement vous donner un exemple de la substitution. Donc cette étude de cas fait suite à une étude réalisée à l'INRS par les départements toxicologie et biométrologie ainsi que biométrologie des polluants. Donc le bisphénol S, dont vous avez ici la structure chimique, est un des principaux substituts au bisphénol A dans les papiers thermiques, donc dans les papiers de caisse. Une exposition environnementale au bisphénol S a été attestée par des données de biométrologie urinaire chez une population non professionnellement exposée. Par ailleurs, il a été rapporté une augmentation de l'excrétion urinaire de bisphénol S chez les agents de caisse due à la manipulation quotidienne de papier de caisse, de papier thermique. Donc le papier thermique en fait est une source d'exposition professionnelle au bisphénol S. Dans la littérature, les effets toxiques du bisphénol S sont potentiellement similaires à ceux du bisphénol A. Donc il convient de proscrire la substitution du bisphénol A par le bisphénol S. Je vais maintenant passer la parole à Florence qui va vous détailler le rôle du service de santé au travail. Merci Myriam. Donc Myriam vous a parlé de la démarche de prévention. Nous allons aborder le rôle des services de santé au travail, donc services de santé au travail qui deviendront services de prévention et de santé au travail le 31 mars prochain. Donc pour remplir leur mission d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, les services de santé au travail ont un rôle à jouer auprès de l'employeur, mais aussi auprès des salariés et de leurs représentants. Alors, en ce qui concerne les employeurs, c'est important de les sensibiliser aux dangers des perturbateurs endocriniens afin qu'ils puissent évaluer les risques et mettre en place une démarche de prévention qui comportera notamment des actions de formation et d'information des salariés sur les perturbateurs endocriniens. Bien sûr, ils pourront s'appuyer pour ce faire sur leur service de santé au travail. Il est important également de leur conseiller de prendre en compte la situation particulière des femmes enceintes. Au niveau individuel, le suivi des salariés sera effectué par le médecin du travail et les autres professionnels de santé que sont l'infirmière en santé au travail, les médecins collaborateurs et les internes en médecine du travail. Donc voyons quel suivi individuel peut être proposé. Alors il n'y a pas de suivi spécifique qui soit prévu pour les perturbateurs endocriniens, mais il y a des dispositions existantes qui peuvent s'appliquer pour certains perturbateurs endocriniens. Donc si un perturbateur endocrinien est classé CMR 1A ou 1B, eh bien, les salariés qui y seront exposés devront bénéficier d'un suivi individuel renforcé.
Alors, suivi individuel renforcé, ça veut dire qu'il y a un examen médical d'aptitude avant l'affectation au poste par le médecin du travail et que cet examen d'aptitude sera renouvelé au moins tous les 4 ans et entre 2 examens par le médecin du travail aura lieu une visite intermédiaire de suivi individuel renforcé qui aura lieu au moins 2 ans après l'examen d'embauche et qui sera effectuée par un professionnel de santé. Donc par exemple le diéthylhexylphtalate et le bisphénol A sont classés CMR 1B. Alors, quels sont les éléments importants de la visite médicale ? Tout d'abord, c'est très important de recueillir et de tracer les expositions dans le dossier médical. Bien évidemment, c'est très important aussi d'informer les salariés sur les dangers des perturbateurs endocriniens, que ce soit les hommes ou les femmes, puisque certains perturbateurs endocriniens sont suspectés de nuire à la fertilité. Et bien évidemment, il faudra les informer aussi sur les moyens de prévention à mettre en œuvre pour se protéger. L'interrogatoire et l'examen clinique vont rechercher des signes en liaison avec des expositions et si besoin, une orientation vers le spécialiste pourra être proposée. Dans ce cas-là, bien sûr, on fournira des informations sur les substances et les conditions d'exposition. Pour les femmes en âge de procréer, dans l'idéal, on leur conseillera de consulter le médecin du travail dès qu'il y a un projet de grossesse. Ça permettra de faire le point sur les expositions et éventuellement d'adapter le poste. Par ailleurs, il est aussi conseillé de consulter le médecin du travail dès le début de la grossesse pour une éventuelle adaptation du poste. Et aussi, les femmes seront informées de l'intérêt de déclarer leur grossesse à l'employeur pour pouvoir bénéficier de mesures de prévention spécifiques dès le début de la grossesse. Enfin, lors de la visite médicale, le médecin du travail pourra proposer des mesures d'aménagement du poste de travail si besoin. Alors, quels sont les examens complémentaires qu'on pourrait envisager ? Ils peuvent concerner soit la surveillance biologique de l'exposition, soit la recherche d'effets sur la santé. Donc, en ce qui concerne la biométrologie, donc la biométrologie, c'est le dosage d'une substance ou de ses métabolites dans une matrice biologique, en général le sang ou les urines. Donc les intérêts de la biométrologie, c'est de prendre en compte toutes les voies d'exposition, respiratoires, cutanées, digestives, d'effectuer, de permettre la traçabilité de l'exposition et d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention en place, qu'elles soient collectives ou individuelles. Les limites, c'est qu'il y a peu de valeurs qui existent en population de travail et qu'il faudra éventuellement tenir compte d'apports extra-professionnels de la substance et ces apports extra-professionnels ne sont pas toujours faciles à évaluer. Alors la base de données biotox de l'INRS permet de rechercher s'il existe des dosages pour une substance donnée. Par exemple, il y a des dosages urinaires pour le bisphénol A et le diéthylhexylphtalate. Alors, qu'en est-il des examens à la recherche d'effets sur la santé ? Il n'y a pas de consensus pour de tels examens, mais bien évidemment, le médecin du travail peut décider de suivre des paramètres biologiques chez les sujets exposés, selon le profil toxicologique de la substance et les conditions et niveaux d'exposition, et bien sûr si il existait des points d'appel à l'interrogatoire ou à l'examen clinique. Compte tenu de l'effet potentiel des perturbateurs endocriniens sur le développement, une attention particulière doit être portée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Alors, il n'y a rien de spécifique qui existe concernant les perturbateurs endocriniens.
Les dispositions du Code du travail qui sont prévues pour elles, ce sont des interdictions d'exposition à certains agents chimiques. Comme vous l'a dit Myriam, notamment les reprotoxiques CMR 1A ou 1B. Les substances étiquetées avec la mention de danger par rapport à l'allaitement. Il existe aussi d'autres substances et tâches qui sont interdites aux femmes enceintes et je vous renvoie vers l'aide-mémoire juridique pour avoir le détail. Il y a aussi une possibilité de changement temporaire d'affectation prévue pour certains risques, notamment en cas d'exposition aux agents toxiques pour la reproduction 1A et 1B, et en cas d'impossibilité, le contrat de travail peut être suspendu avec une garantie de rémunération avant le congé maternité. Alors il y a également des actions spécifiques d'information sur les substances reprotoxiques qui sont destinées à tous les salariés, mais qui ont aussi pour objectif de sensibiliser les femmes en âge de procréer à déclarer leur grossesse le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier des mesures de prévention dès le début de leur grossesse. Par ailleurs, les femmes enceintes ou allaitantes, elles font l'objet d'un suivi individuel adapté. Ça signifie qu'elles doivent être orientées vers le médecin du travail à l'issue d'une visite qui serait réalisée par un autre professionnel de santé. Alors cette visite auprès du médecin du travail, elle permettra de faire le point sur l'état de santé de la salariée et aussi sur l'ensemble des nuisances auxquelles elle peut être exposée. Alors selon les situations, le médecin du travail peut être amené à proposer une adaptation du poste ou un changement d'affectation, voire une éviction temporaire. Mais en cas de maintien au poste, c'est important de rappeler à la femme enceinte le danger des perturbateurs endocriniens sur le développement et l'importance du respect des mesures de prévention. Alors, en conclusion, comme on l'a vu, les expositions professionnelles aux perturbateurs endocriniens, elles sont multiples et variées et elles concernent de nombreux secteurs d'activité. Alors même s'il y a des incertitudes sur les effets perturbateurs endocriniens sur la santé humaine, les données expérimentales sont suffisantes pour mettre en place des mesures de prévention qui s'appuieront sur la démarche de prévention du risque chimique qui concerne les CMR. La première étape, qui est le repérage, ça reste une étape difficile, mais ça tend à s'améliorer grâce à l'existence de listes de perturbateurs endocriniens, notamment celle qui a été élaborée récemment par l'ANSES. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, vous pouvez retrouver des documents et des ressources sur notre site internet, notamment le dossier web sur le sujet, des études réalisées par l'INRS et puis nos bases de données, les fiches toxicologiques, notamment Biotox et Déméter. Si malgré cela des questions subsistaient, vous pouvez les poser directement sur le site, nous y répondrons. Sachez que ce webinaire sera mis en ligne bientôt sur le site de l'INRS et sur sa chaîne YouTube. Il nous reste à vous remercier pour votre attention et votre participation nombreuse. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, au revoir.